Welcome to a new episode of Men Washington. This week's show, we discuss Morocco, the Moroccan Sahara issue. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans un nouvel épisode de votre émission Depuis Washington. Nous aborderons dans l'épisode de cette semaine les axes suivants. Le dossier du Sahara marocain. À l'heure des réalignements stratégiques, African Lion 2026, le Maroc et les États-Unis lancent le plus grand exercice militaire d'Afrique. Crise iranienne, blocus, tensions militaires et impasse diplomatique. Nous ouvrons cette édition par le dossier du Sahara marocain aux Nations Unies, marqué par la poursuite d'une dynamique diplomatique soutenue et par un appui croissant des grandes puissances à l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc. Les développements récents au sein du Conseil de sécurité ont réaffirmé la pertinence de cette initiative, désormais largement considérée comme la base la plus crédible et réaliste en vue d'un règlement politique. Depuis le 23 avril, des consultations discrètes se poursuivent, traduisant l'émergence d'un consensus international de plus en plus affirmé. Dès lors, l'enjeu ne réside plus dans la recherche d'une solution à ce différend que dans l'identification d'une voie opérationnelle permettant la mise en œuvre effective des dispositions de la résolution 2797, notamment son axe central, l'autonomie. Parallèlement, du champ diplomatique au domaine sécuritaire, le Maroc et les États-Unis illustrent une nouvelle fois la solidité de leur partenariat stratégique à travers l'exercice African Lion 2026, le plus vaste déploiement militaire du continent. Cet exercice réunissant des milliers de soldats issus de plusieurs dizaines de pays et couvrant les volets terrestres, aériens, maritimes et cybernétiques témoigne d'un niveau élevé d'interopérabilité, d'une capacité renforcée de dissuasion régionale et d'un engagement durable en matière de coopération sécuritaire. Sur un autre théâtre, la situation en Iran demeure instable, oscillant entre accalmie relative et tensions persistantes. Si un cessez-le-feu précaire se maintient localement, les facteurs de crispation restent intacts, la pression économique s'accentue, le niveau d'alerte militaire demeure élevé et le spectre d'une escalade continue de peser sur l'ensemble de la région. Trois dossiers distincts, mais une même réalité, celle d'un environnement stratégique en recomposition rapide où s'entrecroisent étroitement diplomatie, puissance militaire et levier économique. Pour en débattre, nous recevons aujourd'hui le Dr Paulo von Schirach, professeur président du Global Policy Institute et enseignant à Bay Atlantic University, également fondateur du rapport Schirach. À ses côtés, Jason Isaacson, directeur des affaires politiques à l'American Jewish Committee et analyste reconnu des dynamiques stratégiques américaines. Nous accueillons également le Dr Nabil Michael, ancien professeur aux universités du Maryland et George Washington, spécialiste de la politique étrangère des États-Unis et des processus démocratiques dans le monde arabe. Messieurs, soyez les bienvenus. Avant d'entamer cet échange, direction la Maison-Blanche où nous retrouvons notre correspondant Adel Dessouki. Adel, contrairement à certaines informations relayées par plusieurs médias, l'ordre du jour du Conseil de sécurité du 30 avril n'incluait aucune discussion publique relative à la question du Sahara marocain. Faut-il rappeler que la dernière séance consacrée à ce dossier remonte au 23 avril? Quels sont, à ce stade, les éléments d'actualisation dont vous disposez? Oui, Georges, exactement. Contrairement à ce qui a été relayé par certains médias, lors du jour du Conseil de sécurité des Nations Unies, en date du 30 avril, ne comportait aucune discussion publique sur la question du Sahara marocain, comme le confirment les agendas officiels de l'Organisation des Nations Unies. La dernière réunion du Conseil consacrée à ce dossier, comme nous le savons, s'est tenue le 23 du même mois, à huis clos. Elle était dédiée à l'audition de l'exposé et de l'envoyé personnel du secrétaire général
ainsi qu'à l'évaluation par la MINURSO de l'évolution de la situation sur les plans militaires et politiques. Dans ce contexte, Georges, un diplomate bien informé ayant requis l'anonymat, nous a indiqué que le dossier n'a pas été soumis à un débat public le 30 avril. Toutefois, les discussions ne se sont pas interrompues, elles se sont simplement déplacées vers des canaux plus discrets et plus influents. Malgré l'absence de séances publiques, plusieurs éléments attestent de la poursuite des consultations au sein des instances onusiennes dans le but de relancer le processus politique et de remettre en œuvre les dispositions de la dernière résolution du Conseil de sécurité, la résolution 2797. Des sources bien informées nous ont également indiqué qu'une prise de conscience croissante s'opère au sein du Conseil de sécurité quant à la nécessité de promouvoir une solution réaliste et pragmatique avec un accent particulier sur l'initiative d'autonomie de souveraineté marocaine. Par ailleurs, des sources diplomatiques confirment que la proposition marocaine d'autonomie demeure au cœur des discussions en tant que base sérieuse et crédible, ce qui se reflète dans les positions de plusieurs États influents membres du Conseil. Dans ce cadre, la plupart des interlocuteurs que nous avons consultés soulignent que l'absence de séance publique ne signifie nullement l'absence du dossier, bien au contraire, elle indique que les négociations se font et se déroulent à l'abri des regards. Le mois d'avril a ainsi constitué une période propice à l'évaluation de la situation et à l'examen des derniers développements de manière méthodique et ciblée. Enfin, Georges, entre cette présence diplomatique discrète et l'absence de débat public, la question du Sahara marocain demeure au cœur de l'agenda des Nations Unies, mais selon un rythme maîtrisé reflétant à la fois la sensibilité de ce conflit et à l'imbrication de ses dimensions régionales et internationales. Merci Adel. Dr Paulo, il semble que les progrès vers la mise en œuvre de l'autonomie sous la souveraineté du Maroc soient lents. Selon vous, quels sont les principaux facteurs qui retardent cette étape? À mon sens, un seul mot suffit pour résumer la situation: l'Algérie. Il s'agit en effet d'une question particulièrement épineuse depuis son origine. À ce stade, il demeure difficile de saisir la pertinence d'une telle position, bien que chaque État agisse en définitive au regard de ses propres intérêts nationaux. L'Algérie a ainsi choisi d'endosser un rôle central vis-à-vis du Polisario et continue de défendre l'idée selon laquelle le seul règlement acceptable passerait par l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Il convient de rappeler que cette région fut, il y a plusieurs décennies, sous administration coloniale espagnole. Dans cette logique, certains estiment que les populations concernées devraient pouvoir se prononcer librement, soit en faveur d'un rattachement au Maroc, soit, le cas échéant, pour l'indépendance. Toutefois, la viabilité d'un État indépendant dans ce contexte soulève de nombreuses interrogations, bien que cela relève d'un débat distinct. Sur le plan des faits, l'Algérie maintient ses positions de principe, notamment en continuant d'établir sur son territoire des camps liés au Polisario, sans évolution notable de sa ligne politique. Certes, lors de l'adaptation de l'une des résolutions récentes du Conseil de sécurité, elle a opté pour l'abstention plutôt que pour une opposition formelle, mais cela n'a pas fondamentalement modifié son positionnement. Dans ce contexte, la majorité des grandes puissances internationales apportent aujourd'hui leur soutien à l'initiative marocaine, ce qui constitue indéniablement un succès diplomatique significatif pour le Maroc. Néanmoins, un point de blocage persiste, des efforts diplomatiques sont en cours, comme en témoigne la présence d'un haut responsable américain dans la région engagé dans des consultations entre Rabat et Alger. À ce stade, il demeure incertain que ces démarches aient produit des avances tangibles, l'Algérie continuant pour l'heure de s'opposer au plan marocain. Well, that makes a lot of sense because I think obviously the Moroccan plan is quite good, and then on top of that, Morocco's credibility across the globe. C'est tout à fait logique, car je pense que le plan marocain est très bon. En outre, la crédibilité du Maroc dans le monde est très élevée. Jason, la résolution 2797 a clairement étendu le mandat de la MINURSO pour l'année, mais le véritable défi reste le rôle qu'elle joue. Nous avons entendu des rapports suggérant que l'administration américaine fait pression pour reconsidérer le mandat de la MINURSO. Qu'en pensez-vous? Il me semble que l'administration n'est guère disposée à reconduire indéfiniment le mandat en question. Du point de vue de celle-ci, l'adoption de la résolution 2797 a constitué une avancée majeure.
Pour la première fois, le Conseil de sécurité a exprimé un appui particulièrement explicite à l'initiative marocaine d'autonomie, dans des termes sensiblement moins équivoques que par le passé. Dans cette perspective, l'administration entend capitaliser sur cette dynamique et poursuivre en étroite coordination avec le Maroc ses efforts visant à élargir le cercle des soutiens internationaux à cette initiative. Les développements récents s'inscrivent d'ailleurs dans cette logique. Plusieurs États ont ces derniers temps réaffirmé ou exprimé leur adhésion au plan d'autonomie marocain. À titre d'exemple, le Honduras a récemment fait évoluer sa position en prenant ses distances avec le soutien au mouvement séparatiste. Ainsi, de manière progressive mais continue, le plan d'autonomie gagne du terrain sur la scène internationale avec l'appui résolu des États-Unis. Dans ce contexte, il apparaît peu probable que le mandat de la MINURSO soit appelé à se prolonger indéfiniment. Bill, l'Algérie apporte un soutien multiforme au Front Polisario. Cette posture semble demeurer inchangée et se prolonge en dépit des résolutions des Nations Unies sans qu'elle ne s'accompagne de mécanismes effectifs de reddition de comptes. Comment analysez-vous la persistance d'une telle situation ? À partir du milieu des années 70, consécutivement à la disparition du général Franco, la question du Sahara progressivement acquis une dimension éminemment stratégique. Alors que l'approche occidentale à l'égard du continent africain s'inscrivait jusqu'alors principalement dans une logique humanitaire, ce dossier a introduit un changement de paradigme en lui conférant une portée géopolitique accrue. Dans ce contexte, l'Algérie a contribué à instaurer une dynamique de polarisation, se positionnant dans une logique d'opposition systématique aux initiatives marocaines relatives au Sahara. Cette orientation procède notamment d'une lecture idéologique héritée du radicalisme tiers-mondiste, érigé en fondement de sa politique étrangère à cette époque. Une telle approche repose sur l'hypothèse d'une convergence d'intérêts entre l'Algérie et le Front Polisario, hypothèse dont la pertinence peut être discutée. En effet, l'histoire des mouvements révolutionnaires montre qu'ils sont fréquemment traversés par des divisions internes et par des divergences avec les États qui les soutiennent. Il serait donc excessif de postuler une parfaite convergence entre l'Algérie et le Polisario, d'autant que certaines divergences demeurent peu reconnues publiquement. Dans cette perspective, la politique étrangère algérienne apparaît pour certains analystes en décalage avec les évolutions contemporaines des relations internationales. Il s'inscrirait dans une vision où les mouvements révolutionnaires constitueraient le principal vecteur de transformation de l'ordre mondial et où le radicalisme du tiers-monde structurerait les rapports nord-sud, des postulats largement remis en cause par l'évolution historique. Par ailleurs, la stratégie consistant à faire du Polisario un relais d'influence indirecte n'a pas produit les résultats escomptés, dans un contexte marqué par un élargissement progressif du soutien international en faveur du Royaume du Maroc. Le site officiel de l'armée américaine a récemment publié un article intitulé « Les États-Unis et les forces armées royales lancent l'exercice militaire African Lion 2026 ». Examinons cet article. نشر موقع الجيش الأمريكي مقالا تحت عنوان أمريكا والقوات المسلحة الملكية المغربية. La revue de l'armée américaine a publié un article intitulé « Les États-Unis et les forces armées royales marocaines lancent l'exercice African Lion 2026 au Maroc. L'exercice African Lion 2026, le plus grand entraînement militaire conjoint annuel dirigé par le commandement des États-Unis pour l'Afrique, a officiellement débuté au Maroc. Il se déroule dans 4 pays, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. Selon l'article, les activités au Maroc mobilisent environ 5000 militaires issus de plus de 40 pays, ainsi que de plus de 30 partenaires industriels américains afin de tester les capacités de guerre du futur sur plusieurs sites à travers le territoire. L'article précise que ces manœuvres visant à renforcer les capacités de sécurité collective aux États-Unis, des forces africaines et de leurs alliés, ainsi qu'à évaluer leurs aptitudes à conduire des déploiements rapides et à opérer dans un environnement de menaces multidimensionnelles.
Les exercices incluent des tirs réels, des opérations aériennes et maritimes ainsi que des entraînements liés aux risques chimiques, biologiques et radiologiques, en plus d'actions d'assistance humanitaire civile. Dans ce contexte, cet exercice militaire à envergure reflète un niveau avancé de coordination opérationnelle entre les États-Unis et leurs partenaires, en particulier le Maroc, devenu une plateforme centrale pour l'accueil d'entraînements multinationaux. Ces manœuvres mettent également en évidence l'évolution de la nature des conflits contemporains qui ne se limitent plus aux affrontements conventionnels, mais intègrent désormais l'intelligence artificielle, les systèmes autonomes et l'interopérabilité entre les différents domaines de combat. Enfin, le site conclut que l'exercice African Lion 2026 soutient les objectifs du commandement des États-Unis pour l'Afrique en contribuant non seulement à renforcer l'autonomie opérationnelle des partenaires africains, mais également à développer des réseaux d'alliances capables de faire face aux menaces transfrontalières. Dr Paulo, avec le lancement des exercices African Lion, des responsables américains indiquent que ces manœuvres testent la coordination dans des conditions proches du réel. Comment expliquez-vous la coopération militaire et sécuritaire croissante entre les États-Unis et le Maroc? Le Maroc s'avère être un partenaire très fiable, solide et crédible. Bien sûr, nous savons que de nombreux pays y participent, mais le rôle du Maroc est indéniablement central. En réalité, le Maroc devient le pilier des politiques de sécurité américaines en Afrique du Nord et au-delà. Je pense donc qu'il s'agit d'un très important vote de confiance. Cela révèle en soi de la solidité des liens et des relations qui unissent l'appareil de défense marocain, les forces armées marocaines et les forces armées américaines, leur permettant de travailler en parfaite synergie, ce qui implique une confiance totale de la part des forces américaines. On ne s'appuie pas sur un allié incertain qui peut être présent ou non ou qui pourrait ne pas disposer de compétences, de capacités, de connaissances et du niveau de sophistication nécessaire. Aujourd'hui, la guerre est électronique, la guerre est extrêmement complexe. Ce n'est pas simplement des personnes qui se tirent dessus, c'est bien plus compliqué que cela. En résumé, le Maroc s'est une nouvelle fois imposé comme un allié essentiel des États-Unis sur le continent africain. Le rôle qu'il joue dans ces manœuvres en est la preuve, et j'ai toutes les raisons de croire que cette coopération va se poursuivre, se renforcer et se consolider au bénéfice des deux pays. Jason, je sais que vous connaissez très bien le Maroc. Pourriez-vous expliquer les raisons qui sous-tendent cette coopération, en particulier dans des domaines sensibles tels que la défense, la cybersécurité et le partage de renseignements? Il existe des intérêts communs manifestes entre le Maroc et les États-Unis, notamment en matière de sécurité, illustrée par l'extension des exercices African Lion. À cela s'ajoutent des relations commerciales solides ainsi que des liens historiques entre les peuples qui remontent à plusieurs siècles. Il convient également de souligner dans le cadre des échanges avec le comité juif américain l'existence au Maroc d'une communauté juive ancienne, profondément enracinée dans l'histoire du pays et pleinement reconnue comme composante essentielle de sa diversité. Cet élément constitue un facteur supplémentaire de rapprochement entre les deux nations, toutes les deux pluralistes et attachées à la protection de leurs minorités respectives. Le Maroc se distingue ainsi comme un partenaire fiable et compétent des États-Unis, non seulement sur le plan militaire, mais également dans une perspective stratégique plus large. Il s'agit d'un pays résolument tourné vers l'avenir, engagé dans une dynamique de développement et de coopération internationale. Par ailleurs, le mémorandum d'entente conclu entre le Maroc et les États d'Israël dans le cadre des accords d'Abraham prévoit une coopération sécuritaire incluant également des partenaires avec d'autres acteurs militaires de la région. Dans cette dynamique, le Maroc s'est imposé comme un acteur crédible, volontaire et coopératif au sein de la stratégie globale des États-Unis, tant vis-à-vis de l'Europe que de l'Afrique. Dans le même temps, les États-Unis réévaluent et réorganisent certaines de leurs priorités militaires en Europe, tout en renforçant leurs relations avec le Maroc, considéré comme une porte d'entrée stratégique pour la poursuite de la coopération sécuritaire en Afrique.
Il est exact que s'agissant de l'Afrique du Nord, celle-ci peut également revêtir une importance particulière pour les enjeux européens. Elle occupe ainsi une position stratégique majeure. Dans un contexte marqué par des tensions croissantes au Moyen-Orient, le Maroc demeure caractérisé par un niveau remarquable de stabilité. Selon vous, quels sont les principaux facteurs qui expliquent la pérennité de cette stabilité ? De nombreux facteurs entrent en jeu et il ne s'agit pas d'un phénomène simple à analyser. Tout d'abord, la monarchie joue un rôle central en renforçant le sentiment d'unité nationale, en s'inscrivant l'idée d'un Maroc uni au sein d'une même communauté nationale. Ensuite, la légitimité de l'ensemble des institutions constitue un pilier essentiel de cette stabilité. Les institutions traditionnelles et religieuses, la monarchie, le pouvoir législatif ainsi que les autorités territoriales forment un ensemble cohérent qui contribue à consolider la cohésion nationale et amortir les chocs politiques ou sociaux tels que ceux observés lors des événements du printemps arabe. Par ailleurs, le Maroc dispose d'un système partisan fonctionnel dans lequel les électeurs semblent adhérer au programme proposé par les différentes formations politiques. On n'observe pas dans la plupart des cas d'alternatives radicales remettant en cause les orientations politiques présentées. Il convient également de souligner le développement progressif d'organisations de la société civile, de plus en plus actives et structurées qui coopèrent efficacement avec les pouvoirs publics. Enfin, lors de situations de crise, notamment en cas d'inondation ou de catastrophes naturelles, ces différents acteurs ont su coordonner leurs efforts afin de venir en aide aux populations et réorganiser les zones touchées. Docteur Paulo, en réponse à ceux qui minimisent l'importance des exercices African Lion, les récentes attaques terroristes dans le nord du Mali semblent apporter une réponse claire. Certains accusent également l'Algérie de déstabiliser la région. Quel est votre point de vue? S'agit-il encore d'une coopération? Well, look, the Sahel is a pretty bad place. There's a bad neighborhood. Écoutez, le Sahel constitue aujourd'hui une région particulièrement instable, caractérisée par une situation sécuritaire complexe et un enchevêtrement d'acteurs dont les interactions sont difficiles à appréhender. On y observe la présence de groupes terroristes, mais également l'affluence de puissances étrangères telles que la Russie et la Chine, ainsi que celle de régimes fragiles, parfois affaiblis par la gouvernance ou par des crises structurelles dans des États déjà durement touchés par la sécheresse et la pauvreté. L'ensemble forme ainsi un environnement hautement déstabilisé. Dans ce contexte, la nécessité de contenir et de stabiliser cette zone apparaît d'autant plus essentielle en s'appuyant sur des partenaires fiables et structurés. Il est clair que cette réalité est bien comprise à Rabat et que le Maroc coopère étroitement avec les États-Unis sur ces questions. Dans une perspective globale et au-delà de la seule situation du Sahel, l'Afrique représente aujourd'hui la seule région du monde connaissant une croissance démographique ou soutenue. Cela se traduit par l'émergence des populations très jeunes, ce qui constitue à la fois un défi important et une opportunité considérable en matière de développement économique, d'investissement étranger et de valorisation des ressources, notamment énergétiques. À cet égard, il est possible d'observer des dynamiques d'investissement significatives, notamment dans certaines régions comme le Sahara marocain, où des projets structurants ont été développés, en particulier à Dakhla. On y constate l'émergence d'une nouvelle dynamique urbaine ainsi que le développement de projets liés, entre autres, à l'hydrogène vert. L'objectif global est de favoriser le développement économique et d'élargir les perspectives offertes aux populations locales. C'est un très bon point. Jason, le Maroc a une part de responsabilité dans la garantie et la protection de la sécurité maritime dans le détroit de Gibraltar. Pensez-vous que la coopération militaire entre les États-Unis et le Maroc soit au cœur de cette équation? À bien des égards, le Maroc contribue à la sécurité intérieure des pays africains, à la sécurité générale du continent et bien sûr en partenariat avec les États-Unis à la liberté de navigation en Méditerranée. Le Royaume du Maroc a prouvé depuis des siècles qu'il était un partenaire précieux des États-Unis. C'est un très bon point. Dr Bill, il est bien connu que le Maroc entretient des relations équilibrées avec la plupart des pays, y compris la Russie et la Chine. Pourtant, il a été l'un des premiers à mettre en garde contre les dangers du régime iranien et ses ambitions expansionnistes. Comment expliquer cette approche marocaine tournée vers l'avenir?
L'Iran cherche à étendre la portée de ses confrontations, initialement concentrées avec les pays du Golfe, à d'autres États arabes et islamiques. Dès l'origine, et comme cela avait déjà été souligné par le président Sadat, plusieurs observateurs ont mis en garde contre une dérive du projet politique issu de la révolution islamique de février 1979, qui s'éloignerait des principes fondamentaux de l'islam tels qu'ils sont traditionnellement interprétés. Dans ce contexte, des relations particulièrement tendues se sont établies avec le Maroc, accompagnées d'une attitude hostile à son égard et à l'égard de sa population, ainsi que de soutien apporté à certaines organisations, notamment le Hezbollah. Certains groupes ont ainsi été accusés de chercher à porter atteinte à la stabilité du royaume en lien avec des réseaux d'influence iranienne. Le Maroc estime en conséquence disposer de motifs légitimes de préoccupation et de contestation à l'égard de ces ingérences. Comme l'a rappelé Jason Isaacson, le Maroc constitue également un exemple significatif de tolérance religieuse et de coexistence interconfessionnelle. À titre d'illustration, le roi Hassan II avait invité le pape Jean-Paul II durant l'été 85, marquant un moment symbolique de dialogue entre l'islam et le christianisme. Plus récemment, en 2019, Sa Majesté le roi Mohammed VI a également reçu le pape François, qui a séjourné plusieurs jours au Maroc, confirmant ainsi cette tradition d'ouverture et de dialogue entre les religions. Ces éléments illustrent une orientation fondamentalement différente de celle du régime iranien depuis près de 5 décennies, le Maroc s'inscrivant dans une logique de coexistence, de modération et de dialogue interreligieux. Vous avez raison. Chers téléspectateurs, nous reprendrons cette discussion après une courte pause. Restez avec nous. Welcome back to the second half of Men Washington. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour pour la suite de votre émission depuis Washington. L'Iran demeure au cœur d'une crise en constante évolution. Le niveau de préparation militaire reste élevé, la pression économique s'accentue et le risque d'escalade continue de peser sur l'ensemble de la région. S'agit-il d'une véritable phase d'apaisement ou simplement d'une accalmie temporaire précédant une nouvelle escalade ? Dans cette séquence de l'émission, nous reviendrons sur les derniers développements. Avant de retrouver nos invités, direction le département d'État avec notre correspondante Chourouk Diab. Chourouk, quels sont les derniers développements concernant la situation en Iran et de quelle manière Washington parvient-il à concilier la pression militaire avec les efforts diplomatiques actuellement en cours ? Oui, George, avec l'expiration du délai de 60 jours prévu par le cadre constitutionnel américain pour l'autorisation d'engagement militaire, la confrontation américano-iranienne franchit un tournant à la fois procédural et stratégique majeur. Cette échéance est désormais interprétée à Washington comme un signe d'épuisement des options militaires immédiates, mais également comme le prélude à une phase nouvelle, susceptible d'inclure une déclaration de guerre formelle ou une intensification significative des opérations sous une autre configuration politique et militaire. Malgré les déclarations du secrétaire américain à la guerre, selon lesquelles ce délai serait incomplet en raison de la non prise en compte de la période de trêve, les évolutions sur le terrain témoignent d'une dynamique différente. Depuis la fin de cette trêve, plusieurs mouvements militaires avancés ont été constatés au cours des dernières heures, accompagnés d'un renforcement du niveau d'alerte des forces américaines déployées dans le Golfe, en particulier aux abords du détroit d'Ormuz. Par ailleurs, des redéploiements de moyens navals et aériens ont été effectués vers des positions jugées stratégiques. Ces éléments sont généralement interprétés comme le passage d'une posture de dissuasion à une phase de préparation opérationnelle plus large. De son côté, Téhéran perçoit également l'expiration de ces délais comme un indicateur d'intention escalatoire. Les autorités iraniennes ont durci leur communication militaire et réaffirmé que toute reprise des opérations hostiles entraînerait une réponse directe dépassant le cadre d'un engagement indirect, ce qui accroît les inquiétudes quant à une possible dérive vers une confrontation ouverte. Sur le plan politique, les débats s'intensifient au sein des cercles décisionnels américains autour de la légitimité du recours à la force, dans un contexte de discussion sur le rôle du Congrès dans l'autorisation formelle de toute opération militaire d'envergure.
Parallèlement, les efforts diplomatiques internationaux s'accélèrent dans ce qui apparaît comme une tentative ultime de désescalade avant un éventuel point de rupture. Sur le plan économique, les marchés anticipent déjà un scénario de conflit, une hausse prudente des prix de l'énergie et une inquiétude croissante quant à la sécurité des approvisionnements pétroliers en raison des risques pesant sur la navigation dans le détroit d'Ormuz. En définitive, Georges, l'expiration du délai de 60 jours ne constitue plus uniquement une échéance juridique, c'est un véritable tournant stratégique, soit une désescalade in extremis, soit l'entrée dans une phase de conflit ouvert aux conséquences régionales et internationales potentiellement majeures. Thank you, Jrouk. Paulo, what is the Iran, the pressuring? Merci Shourouk. Paolo, quelles sont les pressions exercées par la communauté internationale sur le plan économique et dans quelle mesure la diplomatie reste-t-elle une voie viable dans le cadre des hostilités en cours? Ongoing hostilities. Well, look, I think at the moment right now, both parties are trying to figure out who's got more leverage. À l'heure actuelle, il apparaît que les deux parties cherchent avant tout à évaluer leur rapport de force réel. Il y a encore peu de temps, l'Iran semblait, de manière assez paradoxale, disposer d'un certain avantage stratégique, dans la mesure où il y avait démontré sa capacité à perturber le détroit d'Ormuz avec des moyens limités, en menaçant et en ciblant ponctuellement certains navires. Par des actions relativement peu sophistiquées sur le plan militaire, il était parvenu à créer une forme de paralysie partielle de la navigation, les assurances devenaient inopérantes, le trafic maritime fortement ralenti et le passage maritime largement désorganisé. Dans ce contexte, Washington paraissait se retrouver dans une position délicate, contraint de constater que la situation n'était pas aussi tranchée qu'escompté, d'autant que parallèlement, les États-Unis, en coordination avec Israël, avaient mené des frappes d'une ampleur significative contre un grand nombre d'infrastructures iraniennes. Certains évoquent jusqu'à 20 000 objectifs, incluant également des installations à vocation économique, ce qui mérite d'être distingué dans l'analyse. Aujourd'hui, la dynamique semble toutefois partiellement inversée. On observe en effet une forme de basculement lié à la question du blocus. Dans les faits, aucun navire iranien ne parvient à quitter les ports du pays et aucun navire marchand ne peut y accoster normalement. Cette situation place l'Iran dans une position particulièrement contrainte, car jusqu'à récemment, il apparaissait que si les exportations énergétiques des autres acteurs étaient perturbés, les pétroliers iraniens, eux, continuaient de circuler, parfois avec le soutien de partenaires, notamment asiatiques. Plusieurs éléments récents méritent d'être soulignés. Les autorités iraniennes tentent actuellement de remettre en service d'anciens sites de stockage à travers le pays, dans une tentative de trouver en urgence des capacités d'absorption pour un pétrole devenu difficile, voire impossible à exporter. Il s'agit manifestement d'une solution de dernier recours dans l'attente d'une éventuelle évolution de la situation. Dans le même temps, certaines positions au sein de l'administration américaine suggèrent une volonté de maintenir, voire d'accentuer cette pression en considérant le blocus comme un levier stratégique. Toutefois, cette orientation n'est pas sans conséquences potentielles, notamment sur le plan économique, avec des répercussions possibles sur les marchés énergétiques et une nouvelle pression indirecte exercée sur l'Iran. Jason, pensez-vous que l'Iran est prêt à faire de vraies concessions, qu'il cherche à gagner du temps et à sauver ce qu'il peut? Depuis de nombreuses années, les tentatives de négociation avec l'Iran se sont succédées avec pour objectif l'établissement d'un accord de fond susceptible de réduire les menaces que ce pays fait peser sur la région. Qu'il s'agisse de la dimension nucléaire, des activités par procuration ou encore du développement de capacités balistiques. À ce jour, rien n'indique de manière tangible que le régime iranien actuel, certes affaibli sur certains plans, mais possiblement plus rigide dans sa posture, soit disposé à adopter une position de négociation substantielle, répondant aux exigences minimales des États-Unis et plus largement de l'Occident ainsi que des acteurs régionaux. Ces exigences portent notamment sur l'abandon effectif de toute dimension militaire du programme nucléaire, l'arrêt de l'enrichissement de l'uranium ainsi que la suppression des niveaux d'enrichissement élevés que l'Iran maintient depuis plusieurs années. Dans ce contexte, Téhéran n'a à ce stade donné aucun signal crédible laissant penser à une ouverture réelle sur le dossier nucléaire. Les autorités iraniennes semblent plutôt privilégier une approche séquencée consistant à concentrer d'éventuelles discussions sur des aspects périphériques.
Très intéressant. Dr Bill, certains pensent que cette guerre a révélé les failles de l'équation énergétique mondiale et qu'il est temps de mettre en place un nouveau système maritime qui ne laisse pas les intérêts du monde dépendre d'un seul État. Êtes-vous d'accord? Cela serait-il contraire au principe de souveraineté? Dans une certaine mesure, cette analyse peut être retenue, mais il convient de rappeler qu'il n'existe pas dans l'histoire économique de système de cartel parfaitement stable, reposant sur la production et la commercialisation d'une matière première. De tels équilibres ont toujours été par nature fragiles et soumis à des dynamiques de contournement ou de recomposition. Dans le contexte de la crise actuelle dans le Golfe, les discussions relatives à des routes alternatives pour le commerce ou les flux énergétiques apparaissent donc relativement secondaires s'ils ne s'accompagnent pas de solutions structurelles crédibles de substitution. À cet égard, il convient de rapprocher cette réflexion d'une annonce récente intervenue il y a quelques jours selon laquelle les Émirats arabes unis auraient exprimé leur intention de se désengager de l'OPEP, structure traditionnelle de régulation du marché pétrolier. Une telle évolution, s'il se confirmait, traduirait une tendance plus large à la diversification, à une plus grande autonomisation des marchés énergétiques, désormais appelés à devenir plus fragmentés, plus innovants et potentiellement redéfinis par l'émergence de nouveaux acteurs. Dans cette perspective, des pays comme Chypre pourraient à terme jouer un rôle accru dans les dynamiques énergétiques régionales. C'est également dans ce cadre qu'il convient d'évoquer certaines hypothèses géopolitiques, notamment pour souligner que d'éventuels accords entre Israël et le Liban, au lien avec la stabilisation de la situation sécuritaire et la question du Hezbollah ne se limiteraient pas à des considérations strictement frontalières. Il pourrait également s'inscrire dans une logique plus large de structuration des corridors énergétiques en Méditerranée orientale, notamment entre Chypre et Israël. Le marché de l'énergie tend ainsi à devenir progressivement plus décentralisé, sans pour autant que ce processus soit simple ou linéaire. Les structures fondamentales demeurent toutefois en place. L'OPEP continue d'exister et des configurations élargies, telles que l'OPEP+, incluant notamment la Fédération de Russie, conservent une influence déterminante. Par ailleurs, plusieurs États producteurs disposent encore de capacités d'adaptation importantes, portées par des stratégies de gestion relativement flexibles, à l'image de l'approche défendue par certains responsables du secteur énergétique saoudien, qui cherchent à concilier stabilité du marché et adaptation aux chocs externes. Paolo, le maintien au pouvoir du régime iranien serait-il considéré comme une victoire pour eux? Et comment définiriez-vous la victoire du point de vue des États-Unis? Well, as it's already been said, what we want is the end of the Iranian nuclear program. We wanted this for decades. Comme cela a déjà été souligné, l'objectif central demeure la cessation du programme nucléaire iranien, une exigence formulée depuis plusieurs décennies. Une tentative de réponse partielle avait été apportée à travers le joint compréhensif Plan of Action, dit accord 5+1, issu des négociations longues et particulièrement complexes. Toutefois, cet accord ne constitue pas une solution définitive. Il s'agissait davantage d'un compromis temporaire ayant permis de limiter certaines activités et de réduire temporairement les tensions, sans pour autant mettre un terme structurel au programme nucléaire iranien, qu'il a essentiellement encadré et suspendu partiellement avec une clause d'expiration à l'horizon d'une dizaine d'années. Le Japon, comme d'autres États tels que la Belgique ou la Finlande, exploite des installations nucléaires sous contrôle strict de l'Agence internationale de l'énergie atomique et en conformité avec le traité de la non-prolifération des armes nucléaires. Leur intégrité en matière de non-détournement à des fins militaires n'a à ce jour pas été remise en cause de manière crédible. La situation iranienne se distingue précisément sur ce point. Le problème réside moins dans l'exigence d'un programme nucléaire civil que dans le manque de transparence et les ambiguïtés persistantes entourant certaines activités sensibles. Si les autorités iraniennes n'ont jamais, sur le plan déclaratif officiel, affirmé poursuivre la construction d'une arme nucléaire, certains éléments techniques soulèvent néanmoins des interrogations, notamment le niveau d'enrichissement de l'uranium qui a atteint jusqu'à 60% alors que les usages strictement civils sont généralement compris autour de 3 à 5%. Ce différentiel ne constitue pas en soi une preuve d'armement, mais il se situe néanmoins à un niveau qui, d'un point de vue technique, réduit considérablement la distance entre un programme civil avancé et une capacité potentielle de militarisation.
Jason, comment évaluez-vous le rôle des alliés occidentaux dans cette guerre? Se rapproche-t-il d'une coalition internationale contre l'Iran? À l'échelle occidentale, il semble qu'aucun acteur majeur ne souhaite voir le régime iranien actuel se maintenir durablement au pouvoir dans sa configuration présente, notamment en raison de sa capacité à exercer des pressions régionales, à déstabiliser son environnement immédiat et à poursuivre des activités nucléaires dont les dimensions militaires demeurent source de vives inquiétudes. S'agissant de la participation des alliés européens ou occidentaux au dispositif de pression mis en place par les États-Unis à l'encontre de l'Iran, notamment dans le cadre des efforts visant à maintenir la liberté de circulation dans le détroit d'Ormuz face aux tentatives de fermeture ou de perturbations attribuées à Téhéran. Celle-ci apparaît jusqu'à présent limitée et inégale. Certains engagements existent, mais ils demeurent relativement modestes. À titre d'exemple, des responsables européens de la défense ont évoqué des capacités de déminage susceptibles d'être mobilisées. Mais leur contribution effective reste à ce stade restreinte et progressive. Cette prudence peut s'expliquer en partie par les divergences d'appréciation stratégique au sein du camp occidental. Certains alliés des États-Unis ont été pris de court par certaines initiatives militaires récentes, notamment celles intervenues en coopération avec Israël, et ont publiquement affirmé que ce conflit ne relevait pas directement de leurs responsabilités. Toutefois, ils en subissent malgré tout les conséquences indirectes, en particulier à travers les tensions sur les flux énergétiques et les perturbations potentielles du détroit d'Ormuz. Dans ce contexte, il serait dans leur intérêt stratégique de s'impliquer davantage dans une coordination avec Washington. Leur relative distance à l'égard de ces opérations a d'ailleurs contribué à créer des tensions transatlantiques. Merci Jason. Dr Bill, le contrôle du détroit d'Ormuz est-il devenu une nécessité stratégique à ce stade? L'Iran a-t-il réussi à détourner l'attention de la communauté internationale de ses menaces nucléaires et balistiques? La réponse est en réalité négative. L'Iran n'est pas parvenu à détourner l'attention de la communauté internationale de ses programmes nucléaires et balistiques, qui demeurent au cœur des préoccupations. Dans cette perspective, la stratégie américaine s'appuie notamment sur un dispositif de pression renforcé, illustré par le blocus imposé aux côtes iraniennes et au détroit d'Ormuz. Ce mécanisme restreint significativement les capacités de l'exportation de l'Iran, non seulement en matière d'hydrocarbures, mais également pour d'autres produits stratégiques, tels que les pistaches, qui constituent une source de revenus non négligeable. Une telle contrainte exerce une pression économique accrue sur le pays. Ainsi, le contrôle du détroit d'Ormuz apparaît comme un levier stratégique particulièrement sensible, destiné à inciter Téhéran à consentir des concessions sur les deux dossiers majeurs que sont les missiles balistiques et les ambitions nucléaires. Il convient également de mettre cette analyse en perspective avec certaines réflexions académiques. À cet égard, les travaux de l'historien Paul Kennedy rappellent qu'aucune puissance militaire, aussi développée soit-elle, ne peut durablement compenser les faiblesses structurelles d'une économie en déclin ou les fractures internes d'un État. Dans cette optique, la poursuite d'un programme nucléaire ne saurait, à elle seule, prémunir un pays contre un affaiblissement global. Par ailleurs, la situation actuelle se caractérise par une présence navale américaine particulièrement marquée dans le Golfe, traduisant un engagement stratégique de long terme. Dans le même temps, certains acteurs traditionnels, notamment le Royaume-Uni, semblent adopter une posture plus réservée en réorientant les priorités vers des enjeux internes tels que les politiques sociales, sanitaires ou migratoires. Il en résulte une configuration où la confrontation apparaît de plus en plus asymétrique, opposant principalement les États-Unis à l'Iran.
Dans ce cadre, la dynamique semble avoir évolué d'une situation d'équilibre incertain vers une forme de prépondérance stratégique américaine. Par conséquent, pour les États de la région du Golfe, il devient essentiel d'anticiper une présence durable des forces navales américaines et d'adapter en conséquence leurs propres dispositifs de sécurité et leurs orientations stratégiques à moyen et long terme. Merci, Dr Bill. Paolo, la reprise des opérations militaires est-elle devenue inévitable, une option incontournable, et pourquoi? Well, I don't think it's unavoidable, but because I don't think it's now politically speaking, and here we have to consider the calculus that has to go on here in Washington. Je ne considère pas une telle évolution comme inévitable. Toutefois, l'analyse doit intégrer des contraintes politiques internes, notamment à Washington, où le calendrier électoral de novembre pèse fortement sur les décisions stratégiques. Pour des raisons diverses, la guerre demeure profondément impopulaire dans l'opinion publique américaine, en particulier lorsque ses répercussions se traduisent directement dans la vie quotidienne, à commencer par la hausse du prix du carburant à la pompe. Dans un contexte où la question du pouvoir d'achat occupe une place centrale dans le débat national, toute augmentation significative des coûts de l'énergie alimente un mécontentement. Cette situation contraste avec les promesses initiales d'amélioration économique. Si les indicateurs macroéconomiques font état d'une croissance du produit intérieur brut d'environ 2%, celle-ci repose en grande partie sur des investissements massifs dans des secteurs spécifiques, notamment les technologies liées à l'intelligence artificielle, et ne reflète pas nécessairement une amélioration homogène de l'économie réelle. Une part importante de la population demeure confrontée à des difficultés financières, illustrées notamment par des défauts de remboursement de crédit, y compris automobile. Cette fragilité interne s'ajoute à des tensions économiques internationales croissantes. Dans certaines régions du monde, des pénuries de carburant se traduisent déjà par des files d'attente prolongées et des mesures de restriction dans la consommation énergétique. En Europe, certaines compagnies aériennes évoquent des réductions de leurs opérations en raison de contraintes d'approvisionnement en kérosène. Ces signaux traduisent un déséquilibre réel et potentiellement durable. Si le blocus actuel produit des effets tangibles, son efficacité et son horizon temporel demeurent incertains. Les estimations divergent. Certains évoquent un impact décisif en quelques semaines, tandis que d'autres estiment qu'il faudrait plusieurs mois pour provoquer un affaiblissement significatif de l'Iran. Entre ces deux scénarios, diverses évolutions restent envisageables, y compris des tensions internes accrues au sein du pays. Dans ce contexte, l'administration américaine doit impérativement prendre en considération non seulement les objectifs stratégiques poursuivis, mais également les répercussions économiques globales induites par les perturbations des marchés énergétiques. Toute prolongation de la crise pourrait accentuer ces déséquilibres et en amplifier les conséquences à l'échelle internationale. Jason, ce conflit pourrait-il accélérer les changements d'alliance ou la fragmentation du système énergétique mondial et des routes commerciales? En théorie, l'Iran n'est pas engagé dans un conflit direct avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, l'Arabie saoudite, le Qatar ou le Koweït. Toutefois, les développements récents ont entraîné des répercussions significatives pour l'ensemble de ces États. Dans ce contexte, il apparaît que le partenariat stratégique entre les États-Unis et leurs alliés du Golfe s'est à plusieurs égards consolidé au cours des derniers mois. S'agissant de l'alliance transatlantique, notamment dans le cadre de l'OTAN, la situation s'avère plus nuancée. Cette relation a été mise à l'épreuve, en particulier au regard des interrogations récurrentes concernant le degré d'engagement des États-Unis sous la présidence de Donald Trump dans des mécanismes de défense collective, y compris au bénéfice des États européens de moindre envergure susceptibles d'être exposés à des menaces extérieures. Nous traversons ainsi une période marquée par une certaine incertitude stratégique. Les initiatives visant à réaffirmer les fondements du partenariat transatlantique revêtent une importance particulière. La visite du Charles III met en avant la relation spéciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni ainsi que les valeurs communes qui sous-tendent les liens entre les États-Unis et l'Europe pourraient contribuer à influencer les orientations des décideurs à Washington. Thank you, Jason.
Merci Jason. Dr Bill, le président Donald Trump a récemment déclaré qu'un blocus naval était plus efficace contre l'Iran que des frappes militaires. Alors pourquoi reprendre la guerre ? Le président Donald Trump ne souhaite manifestement pas que la situation actuelle avec l'Iran soit perçue comme une impasse opposant deux adversaires affaiblis. Son objectif paraît plutôt être l'obtention d'un résultat décisif comparable à une victoire nette et incontestable. La question demeure celle du calendrier d'une telle issue. Certains scénarios avancent l'hypothèse d'une évolution significative avant une éventuelle rencontre au cours du mois de mai avec le président chinois Xi Jinping. Dans cette perspective, la dimension économique joue un rôle central, la Chine étant elle-même affectée par les perturbations liées au blocus, notamment en matière d'approvisionnement énergétique. Dans ce cadre, une telle rencontre pourrait être mise à profit pour repositionner les rapports de force économiques et stratégiques en mettant en avant l'impact des mesures américaines sur les marchés internationaux de l'énergie et indirectement sur les grandes économies consommatrices. Par ailleurs, certaines analyses évoquent la possibilité d'une intensification des pressions exercées sur des infrastructures stratégiques iraniennes, notamment dans des zones clés telles que Bandar Abbas, qui jouent un rôle déterminant dans le contrôle du détroit d'Ormuz. Ces hypothèses, bien qu'incertaines, s'inscrivent dans une logique visant à contraindre l'Iran à modifier sa posture, notamment en ce qui concerne la liberté de navigation dans cette zone cruciale. Enfin, des signaux indirects tels que des mouvements de population à l'intérieur de l'Iran sont parfois interprétés comme révélateurs d'un climat d'anticipation face à une possible escalade. Dans ce contexte, certaines lectures stratégiques suggèrent que les décisions américaines pourraient s'inscrire dans une double logique, peser sur Téhéran tout en envoyant un message plus large à d'autres puissances majeures. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Nous tenons à exprimer notre plus sincère gratitude envers nos chers téléspectateurs et à les inviter à suivre notre émission sur les plateformes de Média TV. Un grand merci à nos invités de marque, Paolo von Chirac, Jason Isaacson et Nabil Michael. Je souhaite également remercier chaleureusement notre correspondante Chourouk Diab ainsi que notre correspondant à la Maison-Blanche, Adel Dessouki. Enfin, un immense merci à l'équipe de production dirigée par le réalisateur, producteur et cher ami Mohamed Saïd El-Wafi. Je suis Georges Landrit et je vous salue, chers téléspectateurs. À bientôt pour un prochain épisode de votre émission depuis Washington.